Dans les points de départ, je pense que c'est un truc qu'on a tous constaté, c'est que le climat politique a largement changé depuis quelques mois, et que la grève des cheminots a quelque chose à voir avec ça. C'est pas le seul facteur, parce qu'il y a eu aussi les manifs sur la Palestine, il y a eu aussi la grève des postiers du 92, même si c'était plus local, et un climat général qui a évolué, qui est plus celui d'être complètement sur la défensive à compter les manifestations d'extrême droite, mais où c'est notre camp social qui a un peu repris du poil de la bête. Et donc même s'il n'y a pas de victoire flamboyante de la grève des cheminots, c'est quand même une petite victoire en soi d'avoir réussi à faire changer le climat et redonner confiance à d'autres secteurs. On verra à la rentrée, mais voilà, on espère que ça donnera des idées. Le point de départ de cette grève, alors j'ai résumé en 2 mots la réforme ferroviaire qui était mise en place par le gouvernement et qui du coup a été votée, et puisque la grève n'a pas réussi à l'empêcher. En 2 axes principaux. Le premier, c'est de séparer la SNCF en 3 entreprises différentes, en isolant d'un côté toutes les missions non rentables, c'est-à-dire la gestion et l'entretien du réseau ferré. Donc ça resterait public et donc à la charge de l'État. Et une fois que c'est séparé de ce boulet financier, pouvoir isoler toutes les missions rentables, c'est-à-dire faire rouler des trains et les commercialiser, et qui, une fois que c'est que des activités rentables, pourront, elles, être privatisées petit à petit par appel d'offres, peut-être régionaux, peut-être par métier. On verra le scénario dans les années qui viennent. Mais c'est quelque chose qui nécessitait de découper entre missions rentables et non rentables, et donc cette réforme le fait. Et avec une 3e boîte qui est censée être garante de l'unité entre les 2 autres, qui est une holding au-dessus des 2 filiales, qui va s'appeler SNCF tout court, une espèce de maison mère, mais qui a une durée de vie probablement très limitée, puisque à la fois l'UMP a dit très explicitement que dès qu'il retournerait au pouvoir, ça disparaîtrait. En Belgique, où ça avait été mis en place, un système à peu près équivalent, ça a duré 4-5 ans. Et voilà, on ne sait même pas combien de temps ça durera, mais c'est très temporaire. Et 2e axe de la réforme, qui est permis par cette réforme, mais qui va avoir des suites dans les 18 mois qui viennent, c'est l'abrogation de la réglementation du travail des cheminots, puisqu'on fonctionne à la SNCF avec d'autres règlements que le Code du travail, et notamment autour des temps de pause, des temps de travail maximum par jour, du temps de repos minimum, du nombre de journées travaillées dans l'année, et qui est déjà plutôt très flexible, puisqu'on peut travailler des semaines de 6 jours sans trop de limites, avec des amplitudes horaires jusqu'à 13 heures par jour, avec des temps de repos limités à 10 heures entre 2 journées de service. C'est déjà plutôt contraignant pour les cheminots. Mais justement, le patronat, y compris la direction de la SNCF, ont trouvé que c'était beaucoup trop contraignant pour eux et trop cher, et donc il y avait besoin de faire sauter ça pour renégocier une nouvelle convention collective qui serait commune aux cheminots SNCF et aux cheminots du privé, puisqu'il commence à y avoir des cheminots du privé maintenant, notamment dans le transport de marchandises depuis quelques années, et bientôt, si la logique se poursuit, aussi dans le transport de voyageurs, et qui ont des conditions de travail très différentes, avec en particulier 10 jours, 20 jours même pour certains secteurs de travail en plus chaque année, des amplitudes horaires plus élevées, des temps de repos plus courts. Et donc cette réforme a abrogé la réglementation du travail SNCF en lançant une négociation de 18 mois maximum pour la mise en place d'une nouvelle convention qui remplacerait. Et donc ça veut dire la promesse d'une dégradation très évidente des conditions de travail pour les cheminots. C'était ça les 2 axes principaux de la réforme, avec ensuite d'autres aspects moins centraux, notamment la gestion de la dette du système ferroviaire, qui est de plus ou moins 40 milliards d'euros cumulés depuis de nombreuses années, et qui, dans cette réforme, devra être remboursé, être transféré et devra être remboursé par une des 3 entreprises, en l'occurrence celle qui est propriétaire du réseau, et qui donc devra faire des économies pour, en plus de gérer le réseau et de l'entretenir en faisant des travaux qui coûtent cher, devra donc faire pas trop de travaux parce qu'il ne faudra pas alourdir la dette, et même il faudra être plus que rentable puisqu'il faut rembourser la dette, et donc ça veut dire des suppressions de postes en rafale, notamment chez les aiguilleurs et les agents d'entretien du réseau. Et quand on sait que c'est voté quelques mois après la catastrophe de Brétigny-sur-Orge, qui a été causée principalement par le manque de personnel et d'entretien du réseau, voilà, c'est quand même assez cynique comme manière d'envisager l'avenir du ferroviaire. Donc voilà rapidement sur la réforme, sachant que donc ça a mis longtemps à être mis en place, puisque ça a commencé avec des assises du ferroviaire lancées par Sarkozy, et que le gouvernement Hollande a juste pris la continuité directe de ces discussions-là, et avec un passage un peu difficile pour les directions syndicales, puisque la direction de la CGT, par exemple, a été depuis le début associée à la rédaction du projet, avec des désaccords je reviendrai dessus, qui ont pris la forme d'amendements, mais avant tout associés, et la direction de Sudrail qui a tangué, et où dès le début il y a eu une forte tentation d'être pour la division en 3 entreprises,
sur le prétexte que 3 ce serait moins pire que 2, parce qu'au moins il y aurait un arbitre, ce serait un peu plus public, tout ça. Donc il a fallu une bagarre interne assez sévère pour qu'au final la position soit contre. Et tout ça pendant les 2 ans et quelques ou plus que ça a pris pour être mis en place, ça a pas mal tangué. Jusqu'à un moment donc, où le 13 juin 2013, il y a eu la première grosse manifestation, journée de grève contre cette réforme, qui a été préparée très activement par les différentes structures syndicales, et qui a été un vrai succès, puisque c'était quelque chose comme 40% de grévistes, je crois, au niveau national, était majoritaire à l'exécution. C'était la première grosse journée de grève dessus, et qui a permis de faire prendre conscience quand même à pas mal de collègues. Et ensuite, plusieurs journées de grève beaucoup moins réussies, notamment parce que quelques mois après, il y a eu une journée Sud et une journée CGT séparées, une catastrophe. Il a fallu attendre le 22 mai dernier pour une nouvelle journée qui montait d'un cran, parce que c'était une manifestation nationale à Paris, avec plus de 20 000 manifestants à Paris. C'est-à-dire, si on enlève les cadres, à peu près un cheminot sur 5 de toute la France, ce qui est monstrueux. Et donc, vu la réussite, c'est là que l'enclenchement vers la grève reconductible est devenu inarrêtable, même si les directions syndicales, en particulier la CGT, enfin l'UNSA et en partie la CGT, n'étaient pas si chaudes que ça, donc au final, pas eu le choix, grâce au succès. Et donc tout ça nous a amené à une situation où le 10 juin, un préavis reconductible signé par Sudrail et la CGT, l'UNSA a laissé planer le doute et au final il n'y a pas appelé, et la CFDT a fait campagne très activement pour la réforme et contre la grève. Et donc le scénario qui était prévu, et c'est une version maintenant quasi officielle qui fuite du bureau de la CGT, le scénario prévu c'était 2-3 jours de grève, parce qu'une seule journée n'aurait pas suffi pour calmer le mécontentement. On grogne un coup. Des amendements sont adoptés à l'initiative de Chassaigne, pour le groupe communiste, et puis au final tout le monde rentre à la maison. On a gratté 2-3 trucs, en particulier des postes de permanents en plus, un comité central pour l'ensemble du groupe, et pas simplement un pour chaque entreprise, et quelques miettes de ce type-là, et tout le monde est content, ceux qui voulaient manifester ont manifesté, et voilà, on rentre à la maison. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé, et pour un facteur principal, c'est que c'est les cheminots eux-mêmes qui sont rentrés dans la grève massivement dès le premier jour, et qui ont reconduit avec des chiffres qui ont continué à grossir les premiers jours de la grève, et que c'était pas du tout ce qui était prévu. Et donc même s'il y a eu un blackout complet sur les chiffres de grévistes, parce que Pépi a communiqué des chiffres nationaux qui étaient ridicules, je crois que c'était autour de 17%, de 23 à 17% dans les premiers jours, alors que dans le même temps, il y avait à peu près un train sur 4 qui roulait dans une bonne partie des régions, et c'était vraiment pas que des roulants qui étaient en grève. Donc un blackout sur les chiffres, et donc une participation massive, pour plusieurs raisons, à la fois parce que le boulot de préparation a été fait plutôt sérieusement sur la réforme, même si il y avait pas mal d'argumentation très technique et une plateforme unitaire qui mélangeait les trucs centraux et les trucs très importants comme je résumais là, et les amendements à la marge sur le comité central de groupe et tout ça. Malgré tout, il y a une large partie des cheminots ont quand même compris les enjeux de la réforme, et aussi parce qu'il y avait un ras-le-bol beaucoup plus global sur les conditions de travail, sur les salaires, sur les suppressions de postes, puisqu'on a eu quelque chose comme 40 000 suppressions de postes en une dizaine d'années, et donc ça veut dire une augmentation de charge de travail assez importante dans certains secteurs, et comme je disais sur Bretigny, des trous noirs maintenant, où il y a des secteurs entiers où il n'y a juste pas assez de personnel pour faire, et puis tant pis, on laisse pour voir ce que ça deviendra. Et donc il y a une forte préoccupation là-dessus. Donc dès le début, puis la grève a grossi jusqu'à une première échéance qui était le deuxième jour, enfin le troisième jour, ça a commencé le 10 au soir, qui était le 12, où il y avait un rendez-vous prévu entre les fédérations syndicales et le ministre. En fait, le ministre, dès le premier jour de grève, a fait un appel du pied en disant « Venez négocier dès maintenant, ma porte est ouverte jusqu'à minuit ». Malheureusement, mais sans surprise, aussi bien la direction de la CGT que Sudrail se sont précipités pour aller discuter, évidemment en n'obtenant rien du tout. Mais le deuxième jour, avec ce rassemblement, il y a des propositions qui leur ont été faites, que la FED-CGT a présentées comme intéressantes ou des avancées potentielles. Et alors qu'il y avait un rassemblement prévu devant le ministère pour toutes les gares parisiennes, ils n'ont même pas laissé le temps à des cortèges entiers de gares d'arriver avant d'appeler à la dispersion du rassemblement. Et donc ce qui était quand même, quand on appelle à quelque chose et qu'on appelle à sa dispersion un quart d'heure, 20 minutes après le début officiel, c'est quand même pas le signe d'une combativité extrême, alors que ça avait été pris au sérieux par les cheminots des gares parisiennes et qu'il y avait de la présence pour de vrai.
Et à ce moment-là, il y a eu, disons, la contribution principale de la Fédération Sudrail à cette grève. Bon, j'y reviendrai qu'il n'y en a pas eu des masses, mais celle-là a été utile, ça a été de claquer la porte de ces négociations dès le début, et ce qui a mis une pression assez importante sur la direction de la CGT pour ne pas pouvoir signer d'emblée un protocole, alors que la grève était à peine commencée en phase ascendante. Si un des deux syndicats avait signé et l'autre continuait la grève, ils auraient quand même perdu pas mal de terrain. Donc ça a été un des facteurs qui a fait que la grève s'est poursuivie, y compris à l'appel des fédérations. Et donc ça a passé le week-end, et c'était pas gagné d'emblée, puisque en commençant un mardi soir, le week-end apparaissait comme quelque chose de plutôt risqué. Et en fait, parce qu'il y a eu une autre échéance qui était évidente, qui était le mardi suivant, le passage du texte de loi à l'Assemblée nationale. Et donc avec dans la tête de tout le monde, mais même y compris avant le début de la grève, c'était la journée centrale où il fallait se retrouver à l'Assemblée nationale parce que c'est là-bas que ça se passait. Et donc il y a eu un boulot de construction de cette échéance-là, a priori consensuel, jusqu'à la veille, où le coup de théâtre, c'est que dans les AG du lundi, la fédération CGT a appelé à ne pas manifester à l'Assemblée nationale parce que le rassemblement aurait été interdit, mais à l'Ourcq, c'est-à-dire dans un technicentre, un centre d'entretien des rames, en banlieue parisienne, c'est-à-dire en tournant le dos là où ça se décidait, et là où tout le monde avait dans la tête d'aller. Et donc il aura fallu que l'ensemble des gares parisiennes se prononcent en assemblée générale pour manifester quand même à l'Assemblée contre l'avis de la fédération CGT, ce qui n'était quand même pas gagné d'avance non plus. Au moment où ça a été fait, les responsables de Sudrail sont allés signer le parcours pour aller à l'Assemblée, et en fait se sont rendus compte que non seulement ça n'avait pas été interdit comme manifestation, mais qu'en fait la fédération CGT n'avait même pas confirmé sa demande de manifestation, et donc c'était simplement de la peur d'aller proche d'un lieu de pouvoir, ou d'être débordé, ou de donner une mauvaise image. Et donc c'est ça qui a eu lieu quand même, cette manifestation vers l'Assemblée, en fait invalide, et qui a été un moment, qui a été en fait le pic du mouvement en termes de pourcentage de grévistes sur ce jour-là, et de motivation des grévistes, notamment pour la région parisienne, puisqu'il y a eu pour le coup vraiment des milliers de cheminots qui étaient non seulement présents, contre ce qui leur était préparé par la fédération CGT, mais aussi en allant au contact avec la police, et ça n'était pas des petits groupes de quelques dizaines qui lançaient des pavés, mais il y a eu des cortèges entiers, bon, en l'occurrence le mien, celui de Saint-Lazare, qui était arrivé par un autre biais, et qui était passé devant l'Assemblée nationale, donc avec confrontation assez massive avec les forces de l'ordre. La jonction s'est faite parce qu'il y avait à peu près l'équivalent de l'autre côté des lignes de CRS avec les autres gares parisiennes. Et alors qu'au bout de quelques minutes, ça s'est transformé en prise de parole, plan-plan, sur l'immense esplanade des Invalides, comme si on était là pour un pique-nique géant. Et donc en fait, il y a là encore des centaines de cheminots qui ne se sont pas satisfaits de ça. Et donc on est parti avec des militants, des grévistes de l'ensemble des gares parisiennes pour aller envahir finalement les voies de Montparnasse. Donc ça a été un des actes un peu radicaux de la grève. Ça a été fait dans d'autres situations aussi. Il y a eu à Gare de Lyon, il y a eu l'occupation d'un poste d'aiguillage. À Lille, occupation de voies, avec l'idée d'empêcher la circulation des trains. Et c'est plutôt logique, quand on est cheminot et qu'on fait grève, d'avoir cette préoccupation-là. Mais je reviendrai dessus aussi, mais la direction s'est organisée de manière à faire quand même rouler des trains, même avec des très forts taux de grévistes. Et donc l'idée d'aller occuper les voies, c'était quelque chose d'assez naturel pour toute une partie des grévistes. Donc oui, j'ai sauté par-dessus ça, mais la mobilisation a été massive, mais assez inégale, avec, donc selon les régions, ce qui était traditionnel dans les mouvements précédents, c'était plutôt les régions du Sud qui tiraient le mouvement en avant, et la région parisienne qui était à la traîne. Là, c'était plutôt le contraire, avec des très forts taux de grévistes en région parisienne et une forte participation aux AG. Et la plupart des villes de province, un peu un cran en dessous, pas systématique, mais bon, en moyenne, c'était plutôt ça. Et avec aussi des inégalités par métier, avec des très forts pics de mobilisation chez les roulants, en particulier chez les conducteurs. Donc ça c'est plutôt traditionnel, mais aussi aux ateliers, c'est-à-dire dans les plus grosses concentrations industrielles qui sont les ateliers de maintenance des rames, des usines, c'est strictement des usines qui appartiennent à la SNCF, donc très mobilisées. Voilà. Donc pour enchaîner pour finir sur le déroulé historique, chronologique, on a eu donc ce mardi qui a été un pic très élevé. Et ce jour-là aussi a été voté à Saint-Lazare, une des initiatives qui a été importante dans ce mouvement, qui était l'appel à une assemblée générale des assemblées générales. Quelque chose comme une coordination, même si le mot n'était pas prononcé, parce qu'il est un peu tabou depuis la grève de 86 à la SNCF. Mais justement sur l'idée que le micmac sur où est-ce qu'on manifeste au niveau parisien,
manifestait au minimum une désorganisation des fédérations, au maximum une volonté de faire tourner le dos au lieu où il fallait aller. Et donc il fallait compter que sur nous-mêmes et que les AG de grévistes elles-mêmes se mettent en lien pour appeler des échéances au niveau parisien. Et donc il y a eu le vote d'un appel à une AG des AG pour 2 jours après. Donc ça c'était mardi soir. Mercredi, alors que les chiffres avaient été énormes la veille, on a senti un peu partout une première vague de démoralisation. Et c'était assez surprenant, c'est-à-dire qu'on a mis en fait 2 jours nous-mêmes à se rendre compte d'où ça venait. Et parce que les chiffres n'avaient pas du tout commencé à baisser, il n'y avait pas de mouvement de reprise. Mais tout avait été tendu vers cette date-là, du passage à l'Assemblée. Et personne ne parlait d'aucune autre date. Il n'y avait rien d'autre dans le paysage. Et donc la seule perspective qui restait aux grévistes, c'était reconduire un jour après l'autre en étant un peu moins nombreux chaque jour et en espérant qu'à l'usure, on finirait par avoir le gouvernement. Et donc ce n'était pas une perspective gagnante ou qui donnait confiance aux grévistes. Et donc ça s'est manifesté dès le lendemain. Et ça a permis à la fédération CGT, dès le jeudi, de lancer une campagne en tant que telle pour organiser la reprise du travail. Et la fédération Sudrail a strictement laissé faire, a cherché à combattre à peu près nulle part, avec l'idée que l'unité syndicale, c'était un des acquis principaux de cette lutte, et qu'il ne fallait pas la rompre, il ne fallait pas être les jusqu'au boutiste de service, mais que, sans appeler à la reprise, parce qu'il n'y a même pas eu besoin qu'ils y appellent, on listait en AG les obstacles, la difficulté, la reprise qu'il y avait eu partout ailleurs, etc. Juste laisser faire la nature. Et donc sur l'idée de la campagne de reprise de la CGT, il y a eu une conférence téléphonique des secrétaires de secteurs syndicaux, et avec la petite citation de Garel, du secrétaire général, qui était « Il faut rendre les armes », donc le jeudi, il faut rendre les armes, savoir sortir la tête haute d'un conflit, avec rien, mais la tête bien haute. C'était ça qui a été dit, la consigne de la CDCGT à ces syndicats, ça a été ça le jeudi. Et c'est quand même assez surprenant comme position, puisque on se dit qu'on est dans une situation où il faut faire la démonstration qu'on peut gagner des choses par la grève, et ne serait-ce que lancer une grève reconductible, c'est déjà plus osé que dans pas mal de secteurs. Et ils ont pourtant préféré appeler à la reprise avec rien du tout dans les poches, plutôt que de prendre le risque que ça continue, que ça devienne... Voilà, on ne sait même pas exactement ce qu'ils craignaient, puisqu'il y avait un petit mouvement de démoralisation et de reprise. Et donc là, l'accompagner et l'accélérer, alors qu'on ressort avec rien du tout, c'est quand même assez suicidaire, même de la part d'une direction syndicale. Et donc, jeudi, c'était ça. Vendredi, du coup, il y a eu des votes de reprise dans beaucoup d'endroits, puisque ça avait commencé la veille et le jeu de domino a fait son œuvre, avec comme point notable qui n'ont pas repris la plupart des gares parisiennes, la quasi-totalité des gares parisiennes, et quelques gares dans les villes. En particulier, il y avait soit des militants révolutionnaires qui ont fait le boulot pour que ça ne reprenne pas, soit des équipes syndicales particulièrement combatives, en tout cas pas aux ordres, mais ça a été très minoritaire. Et même si pourtant il y avait une logique fondamentale à reconduire, qui était que, parce qu'on était le vendredi, que le mardi suivant, c'était non plus le passage, mais le vote de la loi à l'Assemblée nationale. Et donc quand on se dit qu'on part en grève reconductible contre une réforme, être au travail au moment où la loi est votée, c'est quand même assez absurde. Et donc c'est pourtant ça qui s'est passé dans pas mal d'AG, parce que la reprise a été organisée. Et du coup, le jour de ce vote-là, le mardi, il restait que de comètes de mouvements. Même dans les AG qui avaient reconduit, les chiffres étaient divisés par 2 chaque jour à peu près, donc c'était vraiment tout petit. Et pourtant, ils ont trouvé le moyen de faire non pas un rassemblement devant l'Assemblée nationale, mais 3 rassemblements à des heures différentes. Parce que l'AG des AG, donc du jeudi, vu qu'il n'y avait rien du tout dans le paysage, a lancé un appel à manifester ce jour-là en partant de Saint-Lazare, que toutes les gares parisiennes se rejoignent à Saint-Lazare et partent en manifestation vers l'Assemblée nationale. Il fallait bien proposer quelque chose pour ce moment symbolique et pour qu'il y ait une raison de poursuivre la grève. Aucune réponse des fédés, et même plutôt des réponses négatives sur l'initiative de l'AG des AG. Et lundi, coup de théâtre, une partie des syndicats CGT, en l'occurrence ceux de Paris-Rive-Gauche, d'Austerlitz et Montparnasse, appellent à manifester à 14 h, non pas à Montparnasse, mais à Invalides. Et la fédération Sudrail appelle à manifester à Invalides, mais pas à 14 h, mais à 10 h. Il fallait être à 10 h avec Sud, à 14 h à Montparnasse, à Invalides avec Montparnasse, ou à 14 h avec l'AG des AG à Saint-Lazare. Ce qui a été évidemment un échec, un triple échec. Donc voilà sur le déroulé historique. Après, il y a des questions à se poser quand même. Pourquoi il y a eu un déclin de cette grève, et pourquoi aussi subitement? Alors j'ai expliqué le facteur clé, à notre avis, c'est l'absence de perspective.
et qu'on ne poursuit pas une grève si on ne sait pas vers quoi on va ou avec des raisons, des dates dans le paysage. Mais il y a d'autres raisons. Il y a eu le fait que la grève n'ait pas été assez active, et malgré nos efforts, dans la plupart des endroits, il y a eu beaucoup d'AG, mais dans la plupart des cas, c'était des prises de parole des organisations syndicales, un vote, voilà, une dispersion. Piquet de grève dans certains endroits, mais vraiment pas majoritaire. Des manifestations, ça y a eu. Mais l'idée que les grévistes devaient être présents, aller tourner, voir leurs collègues, aller voir d'autres secteurs professionnels, etc., ça a été une idée mise en pratique là où ça a été proposé, mais ça a été minoritaire. Dans la plupart des cas, c'était une grève passive. Et où forcément, dans ce genre de situation, on est beaucoup plus perméable à la propagande médiatique sur la reprise, ou à l'épuisement, ou au moindre obstacle, sans force collective. Il y a eu aussi un problème financier, il ne faut pas le sous-estimer. Au bout d'une semaine de grève, ça a commencé à être dur pour toute une partie des grévistes. Mais ça a été dur, pas simplement financièrement, mais parce qu'il n'y avait pas eu de préparation politique, y compris de notre part, à une grève longue. On était un peu tombé dans l'illusion que le gouvernement était affaibli, qu'il s'était pris 2 claques électorales et qu'il ne pourrait pas tenir très longtemps et faire son juppé. Bah, voilà, on s'était trompé. Et personne d'autre a tenu le discours inverse. Et aussi parce que, du coup, sans préparation à une grève longue et sans anticipation des problèmes financiers, la question d'une caisse de grève, par exemple, qui est plutôt du bon sens, n'est apparue qu'à la toute fin de la grève, comme bilan de ce qu'on a raté, ce qu'il faudra faire mieux la prochaine fois. Et pas unanime, puisque, y compris dans des structures syndicales, même dans la mienne, c'est férocement combattu sur l'idée que quand on fait grève, il faut avoir les épaules, on ne va pas les mendier de la solidarité à d'autres, alors qu'eux-mêmes devraient être en grève. Il y a des trucs de... Voilà, pas de stratégie très poussée. Autre obstacle important à la grève, qui n'aurait pas dû être une surprise, mais qui l'a quand même un peu été, ça a été le degré de préparation et de réaction de la direction de la boîte, qui a été très forte, et plus forte que pour les grèves précédentes. Ils ont tiré des leçons, eux, des conflits précédents, avec une opération de communication monstrueuse, à la fois vers l'extérieur, mais y compris à l'intérieur de la boîte. C'est-à-dire qu'il y avait des petits chefs qui faisaient des tournées, enfin, après que les grévistes aient tourné dans les chantiers pour aller voir les collègues et les convaincre d'être en grève. J'ai vu ça dans mon service à Saint-Lazare. Tous les jours, il y avait des petits chefs qui tournaient après nous pour ramasser tous les tracts, mettre à la place les tracts de la direction, qui sortaient des tracts quasi quotidiens, ou alors ceux de la CFDT qui ont été diffusés par les canaux de la boîte et qui disaient la même chose. Et pour dissuader, démoraliser et dire qu'on racontait n'importe quoi. C'est sans surprise, ils l'ont fait avec un degré d'organisation bien supérieur aux grèves précédentes. La loi sur le service minimum leur a aussi donné les moyens de faire rouler plus de trains qu'avant, parce qu'ils peuvent complètement rationaliser les ressources disponibles, puisque les grévistes, notamment aiguilleurs, conducteurs et contrôleurs, doivent se déclarer 48 heures à l'avance. Donc ça laisse 2 jours à la direction pour optimiser les ressources. Et aussi le déploiement des 10 000 gilets rouges que vous avez dû voir vous-même dans les gares ces jours-là. Autre limite importante, c'est que malgré les tentatives de lien avec les intermittents, avec les postiers, avec les quelques secteurs qui avaient en grève à ce moment-là, et ça a été un souci important de la part des grévistes, mais ça n'a pas suffi, puisque vu le calendrier, on a quand même été isolé dans une grève de cheminots, alors que ce qui avait fait notre victoire il y a quelques années maintenant, en 95, ça avait été que c'était un mouvement de cheminots très poussé, mais au sein d'un mouvement interprofessionnel, avec y compris des revendications unifiantes. Et donc là, il n'y a pas eu du tout. On avait tenté, au début, le calendrier parlementaire de la réforme du ferroviaire était le même que la réforme des retraites de Hollande. Et donc on avait tenté de pousser un maximum pour qu'on arrive à combiner les deux. Et c'est aussi pour ça qu'ils l'ont repoussé. Et du coup, il ne s'est rien passé sur les retraites. Et au moment de la grève des cheminots, il n'y a eu quasiment que les cheminots. Donc ça ne dépendait pas que de nous, mais ça a été une limite importante. Il y a eu aussi une petite sous-estimation quand même du rôle de s'adresser à la fois aux usagers et aux autres secteurs professionnels, mais qui allait avec l'idée de la grève active. Ça a fini par être fait sur le tard, mais c'était déjà un peu trop tard. Et entre-temps, il n'y a quand même pas grand monde en dehors des militants et des cheminots eux-mêmes qui avaient compris quelque chose à cette réforme et aux revendications des grévistes, parce que c'est vrai que c'était une réforme technique et qu'il y a eu un gros effort de communication et des médias et du gouvernement et de la direction de la boîte pour dire qu'on faisait grève pour plus de réunification, alors que en fait, c'était à peu près le contraire. La réforme ne réunifiait rien du tout. Et dernier élément dans les logiques qui ont poussé à la reprise, ça a été le mot d'ordre dominant des directions syndicales. Ça n'a pas été du tout le retrait de la réforme, ça a été pour une autre réforme. Parce que quand, dès le début, on met ça dans la tête des grévistes,
c'est-à-dire qu'on veut négocier des choses, on veut gratter, mais qu'au final, on ne remet pas en question la loi elle-même, que, y compris les directions syndicales le disaient ouvertement, pas de réforme, ce serait pire que la réforme prévue par le gouvernement. Parce que quand même, on ne peut pas se satisfaire de l'état actuel, mais ce serait moins pire avec quelques amendements. Et donc nous on a combattu pour le retrait, mais ça n'a pas été le cas partout, loin de là. Là où ça a été fait, c'est aussi une des choses qui explique que ça a été mieux tenu qu'ailleurs, mais à une échelle large, ça a été une autre réforme avec une plateforme unitaire pour tout, et donc ça n'a pas permis de continuer quand les fédés ont appelé à arrêter. Autre élément important quand même, c'est le rôle des directions syndicales, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, mais la conf CGT, notamment par le biais de Le Pen, a cherché à tuer le mouvement quasiment dès le début, avec des interviews et notamment une grosse déclaration médiatique sur une sortie de crise de quelques jours. La PD-CGT des cheminots a été un peu plus dedans, mais a cherché en gros à en finir rapidement, plutôt à laisser courir, puisque ils n'ont pas eu besoin d'appeler à la reprise formellement, de manière disciplinée dans la plupart des AG, contrairement à 2007 par exemple. Et la Fédé Sudrail, donc, qui a fait que suivre, à part le claquage de porte le deuxième jour, aucune contribution autonome à cette grève. Et comme si l'unité était le mot magique qui permettait de gagner. Et donc cette unité, il faut quand même se dire, elle a eu un rôle contradictoire. D'un côté, elle a permis évidemment de faciliter un début de grève, parce que je le disais en intro, mais quand il y a eu des journées séparées, Sud ou CGT, ça a été un fiasco complet, et c'est plutôt logique. Et donc le fait qu'il y ait un appel commun, malgré le fait que la CFDT soit pour la réforme, et le fait que l'UNSA ait été volte-face quelques jours avant, heureusement qu'il y a eu cette unité à deux malgré tout. Mais en fait, assez rapidement, nationalement, ça s'est transformé en Sudrail suit la CGT, et localement, il y a eu de la mise en place d'intersyndicales à peu près partout. Et sauf que ce qui s'est passé, c'est que ces intersyndicales-là ont cherché à cadrer et à anticiper. Donc, à Saint-Lazare, on avait des intersyndicales tous les jours avant les AG. Et donc la tentative, c'était à chaque fois de tout cadrer avant que l'AG ait lieu, de faire que tous les votes soient déjà, qu'il n'y ait aucune surprise, aucune initiative qui vienne des grévistes. Ils ont même proposé qu'on fasse les intros des syndicats, les votes, et après les débats. Et ils ont proposé ça en intersyndical. Donc ça a été refusé, heureusement. Et donc l'unité syndicale a aussi eu un rôle en partie d'obstacle par rapport au cas d'auto-organisation, là où il y en a eu, c'est-à-dire dans peu d'endroits, mais aussi empêcher que ça émerge dans toute une série d'autres endroits. Rapidement sur notre orientation, parce que c'est déjà des points que j'ai à peu près évoqués. Donc au niveau des cheminots du NPA, on a plutôt des petites forces, on n'est pas des centaines, mais, et ça nous a surpris nous-mêmes, on a réussi à avoir de l'influence dans plusieurs zones, à la fois parce qu'on a préparé cette grève depuis longtemps, et que en fait c'était aussi une question de préparation, et pas simplement de comment on se repérait à l'intérieur de la grève, et ça a été un des désaccords qu'on a eu par exemple avec les camarades de Hello, avec qui on a cherché depuis 2 ans à faire des campagnes, des propositions communes sur la préparation de cette grève-là, et puis qui en fait était beaucoup plus attentiste que nous, que ce qu'il aurait fallu. Donc voilà, on a fait un boulot de préparation politique et syndicale, en termes d'analyse de la réforme, de mots d'ordre, de préparation, aussi sur les rythmes. Donc, ce que je disais sur la réforme des retraites notamment, et c'est qu'on ait cherché à faire partir la grève dans les conditions les plus favorables, même si on n'a pas réussi. On a mené une bagarre centrale sur la question non seulement du retrait, mais aussi l'intégration des autres revendications qui étaient portées par, même si c'était plus intuitif que formalisé par les collègues, sur l'emploi et les conditions de travail, parce que ça permettait aussi de donner des perspectives locales qui feraient qu'on se battrait pour gagner des trucs, pas simplement pour repousser une énième réforme. La bagarre pour la grève active et l'auto-organisation, à la fois sur la présence en AG, le fait que les AG soient vivantes, et pas simplement des introductions par organisation syndicale, mais ça a été très peu le cas. Il y a vraiment très peu d'AG où les grévistes de base se sont sentis d'intervenir. Là où ça s'est passé, notamment chez moi à Saint-Lazare, ça a été fruit d'un boulot de préparation quotidien. C'est-à-dire que c'était pas du tout naturel pour des nouveaux militants syndicaux ou des grévistes non syndiqués de se dire qu'ils allaient intervenir devant une AG de 180 personnes, avec parfois en se confrontant avec des dirigeants syndicaux établis. Et donc il a fallu en fait qu'on prépare. C'est-à-dire tous les matins, on avait un piquet de grève, et ensuite 2 heures où on faisait le bilan de la journée de la veille avec un groupe de grévistes actifs. On préparait l'AG en discutant des enjeux que chacun y voyait, en aidant ceux qui n'avaient pas l'habitude d'intervenir à rédiger leur intervention ou la faire à plusieurs, ou aider, favoriser la prise de parole.
On a mis en place aussi un des trucs qui a été fondamental pour aider à ça, ça a été la mise en place d'un journal de grévistes quotidien, où on avait donc un rendez-vous tous les jours à 17 h. Au début, c'était conçu comme ouvert à l'ensemble des structures syndicales, mais la CGT, la direction régionale de la CGT a dès le début déclaré que c'était pas question qu'ils participent à un truc ouvert comme ça. Et donc, en fait, ça a fait que vu qu'on ne pouvait pas mettre le logo CGT, on n'a pas mis non plus le logo Sudrail FO parce que ça n'aurait pas reflété l'AG. Et donc, en fait, c'est devenu un cadre strictement auto-organisé avec des grévistes, syndicalistes ou pas, mais en fait, pour la plupart syndiqués dans tous les cas. Mais discussion libre, à bâton rompu, avec n'importe qui voulait venir sur le bilan de la journée, ce qu'on voulait raconter aux grévistes et aux collègues qui soit faisaient pas grève, soit avaient arrêté de la faire dans le journal de grève le lendemain. Et c'est devenu un cadre vivant. Et alors, ça n'a pas été un comité de grève, même si le secteur régional nous a traité de ça dès le lendemain. C'est-à-dire que le lendemain du jour où le premier journal est sorti, on a notre chef bureaucrate CGT qui est arrivé en AG, en intro, en le tenant comme ça. Regardez ce torchon écrit par un pseudo-comité de grève manipulé par un groupe politique. Et en fait, les grévistes ont juste halluciné de ça. Il y en a qui sont intervenus pour dire bah non, moi je l'ai vu, il est bien, ou moi je l'ai écrit et je suis manipulé par personne. Donc ça a été plutôt très contre-productif de leur part. Et deux autres éléments importants dans notre présentation, ça a été ce sur quoi on bagarrait en fait depuis quasiment un an, depuis la journée de grève du 13 juin 2013 sans succès, mais qui a eu du succès au début de la reconductible, c'était l'idée de cortège unitaire de gare. L'idée qu'on ne pouvait pas faire grève, être engagés ensemble, et au moment où on arrive à la manif, se disperser, où chacun est dans son cortège syndical, et tous ceux qui n'étaient pas syndiqués manifestent nulle part ou sur le bord de la route. Et donc l'idée de partir en cortège unique et unitaire de sa gare, au minimum pour aller au point de départ de la manifestation centrale, et partout où c'était possible, de faire l'ensemble de la manifestation avec cette structuration-là. Et donc ça a été fait dans toute une partie d'endroits, et à chaque fois ça a été des expériences décisives. Et dernier élément, je le disais, c'était l'appel à une AG des AG. Donc il n'y a pas été une coordination classique et modèle, c'était une tentative modeste, qui a regroupé une centaine de grévistes de toutes les gares parisiennes et gares où il y avait des AG dans banlieues petites et proches, petites et lointaines. Et donc ça a été une discussion sur là où on en était. Et ça a été utile. L'ensemble des présents est reparti boosté sur l'idée qu'il fallait reconduire le lendemain, préparer la manifestation du mardi au moment du vote, etc. Le problème, c'est que c'était à la fois très tôt, parce que c'était au bout de 6 jours de grève, et c'est en fait compliqué d'aller plus vite que ça, parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose de logique pour proposer ça, et ça a été l'histoire de la manif à Ourcq, qui a été une faille dans le rôle des directions syndicales, qui a permis que les grévistes, plus largement que les militants d'extrême gauche, se posent la question de qu'est-ce qu'on ferait à leur place. Et donc, on n'a pas vu comment faire ça avant, mais c'était en fait déjà trop tard, puisque dès le lendemain, il y a eu le vote de la reprise dans toute une série d'endroits, et il n'a pas suffi de motiver 100 grévistes au niveau parisien pour empêcher les dominos de tomber. Dernier élément de notre orientation, ça a été l'idée de la convergence, puisque c'était fondamental et c'était quasi naturel. Il n'y a pas eu besoin de bagarrer pour convaincre les grévistes de ça, contrairement à 2010 ou à 2007, où il y avait beaucoup plus un repli corpo. Là, l'idée de se lier avec les intermittents et précaires, avec les postiers, au moins pour ce qui était du 92 et du 75, avec d'autres secteurs peut-être en province, il faudra que vous racontiez, ça a été naturel et fait, mais pas suffisant, mais au moins ça a permis de planter un clou important pour la suite. Il va falloir que j'accélère pour la suite. Alors, peut-être de conclure. Donc en 2 mots sur Saint-Lazare, pourquoi on a pu mettre ça en place, aussi bien l'AG des AG que le journal, le moyen de grévistes actifs. C'était parce que, un des facteurs clés, c'est à la fois que des militants révolutionnaires ont défendu ça, et avec implanté pour certains dans la CGT, pour d'autres dans Sudrail. Aussi parce qu'on avait eu une grève locale qui avait perdu un mois avant dans l'établissement commercial, mais où il y avait déjà eu un comité de mobilisation avec une dizaine de militants de la grève qui n'étaient pas des syndicalistes habituels, et qu'en fait c'est ce noyau-là qui a permis de commencer à construire le journal de grève, les piquets de grève et la logique d'auto-organisation dans cette grève-là. Et aussi parce qu'on a eu une direction régionale de la CGT qui était absolument nulle, et où dès le premier jour, ils se sont mis dans une logique de voter dès qu'il y avait un désaccord, ils allaient au vote, ils perdaient à chaque fois. Le premier jour, ils ont voté, ils ont voulu aller au vote sur le retrait, ou pas. Ils ont dit, ouais, c'est comme ça, on quitte la salle. On a voté le retrait massivement sans eux, du coup. C'est un peu con. Le lendemain, ils ont proposé qu'il y avait des chefs qui étaient là pour espionner l'AG. Des grévistes ont voulu les sortir. Ils ont proposé au vote qu'on laisse les chefs dans la salle.
Donc ils ont voté à 5 pour ça, 180 pour les virer. Et donc, ils sont apparus dès le deuxième jour comme les dirigeants syndicaux pro-direction. C'était quand même pas très malin. Le même jour, ils ont voté contre l'idée du cortège de gare, sur l'idée que c'était pas déposé en préfecture, dangereux, tout ça. Ceux qui veulent nous suivre, on va prendre le métro. Ils sont partis à 10, on est parti en manif à 250. Le lendemain, ça a été le vote sur l'Assemblée nationale. Ils ont voté à 5 pour aller manifester à l'Ourcq, alors que pareil, 180 pour aller à l'Assemblée nationale malgré tout. Et donc ils sont minorisés tout au fil de la grève, et ça nous a quand même plutôt aidé en fait à mettre en place autre chose. Et ouais, deux derniers points. Un sur le rôle des différents courants. Il y a eu, donc j'ai décrit sur le rôle du NPA, mais ça n'a pas été simplement les cheminots du NPA, il y a aussi eu un travail du NPA en tant que tel, à la fois de distribution de tracts aux usagers et d'intervention dans les endroits où on n'avait pas de cheminots en direction des grévistes. Et il faudra encore que ceux qui ont mené ce travail-là puissent en faire le bilan. Aussi, on a sorti une affiche, et donc on a fait en gros un boulot de soutien à la grève qui a été remarqué. On a aussi mis au service de la grève quelque chose de tout con, mais le fait qu'on ait une branche qui soit un peu structurée avec une liste mail, ça nous a permis d'avoir des infos sur les chiffres d'AG, la reconduction, les actions à droite à gauche, et faire profiter nos AG de ça, ça a été vécu comme quelque chose de très utile parce que les fédés ne le faisaient pas du tout. Et aussi l'habitude, pour la plupart des endroits où on est implanté, de se voir, quelle que soit la structure syndicale où on est, dans des comités de boîte. Sur Saint-Lazare, on a un comité cheminot local et qui a été important pour permettre ce qu'on a fait. Ça a été pareil dans la plupart des autres gares parisiennes. Donc voilà sur le rôle à la CERP du NPA. Hello, un rôle plutôt sympathique, de soutien à ce qu'on organisait, mais attentiste et sans être du tout au premier rang des bagarres, malgré nos tentatives à la fête de Hello d'essayer de les embarquer, d'avoir une orientation commune. C'était plutôt attendre et voir ce que les cheminots feront quand ils en auront envie. Et avec quand même une absence remarquée à l'AG des AG, qui a été sur la région parisienne un des moments un peu clés quand même de la grève, et où ce soir-là ils avaient je crois leur propre réunion et ils l'ont maintenu au lieu d'y participer, dommage. Le rôle d'AL, Alternative Libertaire, qui est au moins pour ce qui est de la SNCF, se confond à peu près totalement avec la direction de la Fédération Sudrail, à tel point que AL Rail a sorti des tracts pendant la grève, et dont les deux refrains qui revenaient quasiment à chaque tract, c'était la fédération qui a dit depuis 3 ans qu'il faut une grève reconductible a eu raison. Donc, ceux qui n'auraient pas compris, nous soutenons Sudrail, ils ne savaient pas trop lire ce qui avait marqué. Et surtout la conclusion, il faut une grève démocratique, auto-organisée, c'est-à-dire des assemblées générales souveraines coordonnées par les fédérations syndicales. Voilà. Alors que, pas besoin de détailler. Quand même pour des libertaires, c'est chaud. Et très dans cette idée qu'il fallait suivre pour l'unité. Voilà, j'ai déjà détaillé ça sur le rôle d'AL. Sur le PC, donc ça a été l'amendement Chassaigne, la contribution principale du Parti communiste à cette grève, c'est-à-dire des miettes pour tuer la grève en quelques jours. Et la direction CGT n'a même pas pu assumer. En fait, ces amendements ont été écrits par le bureau fédéral de la CGT cheminot. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'assument pas ça, ça reste les amendements Chassaigne. C'est-à-dire que le PC, c'est pas nous. Nous, on se battait pour autre chose. En fait, voilà, c'était eux. Ils ont cherché à en finir le plus vite possible et en combattant systématiquement l'auto-organisation, même embryonnaire, qu'il y a eu. Dernier mot pour vraiment conclure. L'implantation de militants révolutionnaires dans des secteurs de ce type-là, ça peut faire une petite différence. Alors, on n'a pas fait une démonstration internationale massive, mais on a réussi à mettre en place un peu notre politique et c'est pas inutile. Combiner à la fois se battre pour de l'animation syndicale et l'activité syndicale en dehors des grèves, et en même temps pour des cas d'auto-organisation quand c'est possible, pas faire de choix entre les deux. L'élément clé que j'ai oublié de mentionner, mais c'est quand même qu'il y a une nouvelle génération à la SNCF qui a permis que cette grève ait lieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 50 000 cheminots de moins de 30 ans, c'est-à-dire plus ou moins 1 sur 3. Et c'est eux qui ont été aux avant-postes. Pour une bonne partie d'entre eux, ils ont connu le CPE, notamment au lycée, où au moins ils ont une certaine familiarité avec ce mouvement-là. Pour la région parisienne, on a toute une série aussi qui étaient des anciens d'Auteuil, de hooligans du Parc des Princes. Ça s'est aussi ressenti dans les affrontements avec la police. Et pour la plupart d'entre eux, ce n'étaient pas les mêmes grévistes que sur les retraites, en 2010 par exemple. Il y a eu une partie des mêmes, et les grévistes les plus actifs n'étaient pas les mêmes, et donc ça veut dire aussi qu'on a beaucoup entendu sur le coup de bambou monstrueux après la grève de 2010. On a été un des rares secteurs à être en reconductible nationale pendant 3 semaines, et pourtant 4 ans après on repart en reconductible nationale, et donc ça ne l'a pas empêché. Ça ne veut pas dire que c'est possible n'importe où, tout le temps, par pur volontarisme, mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu, c'est pas parce qu'on a perdu en 2010 que le même secteur ne peut pas se remobiliser peu de temps après.
Et dernier mot, et cette fois vraiment c'est le dernier, est-ce qu'on a gagné ou perdu? Au niveau des revendications, on a perdu, ça c'est évident, la réforme s'applique et ça aura des conséquences dans les mois qui vont venir, puisque les aiguilleurs et les agents d'entretien du réseau vont être petit à petit dans une autre entreprise et ça va quand même un peu compliquer les choses. Mais en fait, on saura si on a gagné ou perdu dans 18 mois, plus ou moins, parce que cette loi a abrogé la réglementation du travail et a mis en place une période de 18 mois maximum pour négocier ce qui va la remplacer. Il y aura un affrontement à nouveau à ce moment-là sur est-ce qu'on rabaisse les conditions de travail des cheminots ou est-ce qu'au contraire on peut les améliorer et les étendre à l'ensemble des travailleurs du rail, privés ou publics. Et on saura à ce moment-là si cette première bagarre ça a été une répétition, une accumulation de force pour préparer la suivante, ou si en fait on a été défait pour de vrai et qu'au final il ne se passera rien. Donc c'est évidemment dans ce sens-là dans le sens de préparer la prochaine bagarre qu'on va pousser. Et il y a une bataille politique autour du bilan de cette grève. C'est-à-dire que les fédérations tapent sur c'est une défaite pour des raisons objectives. La direction était trop forte. La grève, il faut réfléchir. Est-ce que c'est ça qui marche ou pas? Il y avait que lister les piles d'obstacles. Alors que en fait, nous, le bilan principal qu'on cherche à tirer et à faire tirer autour de nous, c'est que c'est des éléments d'orientation des grévistes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent pour essayer d'infléchir le cours de la mobilisation, au lieu de considérer ça comme une fatalité où on part en grève, on attend de voir ce qui se passe, et puis si on a eu de la chance, on gagne, et puis sinon, tant pis. Donc voilà, il y a une bataille autour de ce bilan, et ça aura des conséquences immédiates dans les 18 mois qui viennent. Et donc la conséquence concrète de ça, c'est que partout où il y a une nouvelle intervention en direction des gares, et c'est le cas je crois dans pas mal de villes, ce serait important qu'on en entende parler, notamment là dans le débat, et que ça puisse se maintenir, parce que dans les 18 mois qui viennent, il y aura besoin de nous adresser aux grévistes pour préparer la prochaine bagarre, et qu'on arrive à accumuler des forces pour de vrai, pas que au NPA évidemment, mais pas que, aussi au-delà, on va essayer de voir comment on peut faire pour regrouper des équipes syndicales combatives. Voilà, c'est ça les enjeux. Le mouvement a une autre réalité, c'est-à-dire que l'encadrement syndical au niveau des régions est quand même plus fort que ce qu'il peut y avoir sur Paris, parce qu'en compris le renouvellement dont parlait Gaël au niveau des collègues est aussi un peu moins fort, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes qui sont arrivés, mais il reste encore des équipes syndicales en place, donc l'espace est moins vide, donc il y a eu cet encadrement-là, mais ce qui est le plus étonnant dans ce mouvement-là, c'est les débats qui ont pu traverser la CGT. C'est-à-dire qu'on a été confronté, comme disait Gabriel, à la première grève politique face à ce gouvernement, et il y avait vraiment une dimension politique qui a entraîné des débats qui, je pense, seront vifs dans les mois qui suivent dans la CGT, dans Sudrail aussi, dans une moindre mesure, parce que bon, la fédération Sudrail pèse moins quand même que la CGT, la fédération CGT, mais c'est aussi un des bilans qu'on doit tirer, c'est-à-dire que on a tourné une page, c'est-à-dire que pendant des décennies, la CGT a été l'interlocuteur principal de la direction, où ils avançaient main dans la main avec le ministère, la direction et la CGT, et c'est plus le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le message qui a été envoyé à la fédération CGT, c'était qu'ils étaient persona non grata, au bout du compte. Parce que malgré, ils avaient préparé le conflit, comme Gabriel l'a dit, mais rien ne s'est passé comme ils avaient préparé, parce qu'en face, il y a eu une volonté d'un vrai affrontement idéologique avec l'idée d'en finir avec le syndicalisme à la SNCF. C'est ça aussi qui est un des enjeux de cette réforme-là. C'est-à-dire que l'éclatement dont on parle va avoir des conséquences directes sur les équipes syndicales. On a eu un premier aperçu avec la réforme du transport ferroviaire, où c'était quand même un gros bastion syndical, où il y avait des équipes qui étaient fortes et qui ont complètement explosé. Aujourd'hui, ils ont transformé le fret en dessert syndical. Et la direction, avec le gouvernement, a ça en tête aussi pour l'ensemble de la SNCF. Et ça explique aussi la position de fermeté du gouvernement, de Valls et de Hollande. Parce que l'analyse qu'on avait fait dès le départ, c'est qu'on pensait pouvoir les faire plier parce qu'ils sont dans une période difficile, et je pense que ça reste juste. Par contre, ce qu'on a sous-estimé, c'est la capacité du Parti Socialiste à serrer les rangs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le texte est arrivé à l'Assemblée nationale, il n'y avait plus de frondeurs. Il n'y en a pas un qui s'est exprimé pour dire que cette réforme, elle n'est pas juste, quoi. Il n'y avait pas un frondeur chez le PS qui a montré le bout de son nez. Les Verts ont voté à la quasi-unanimité la réforme. Le Modem a eu une explication en disant non, mais il faut y aller, maintenant on soutient le gouvernement, y compris le débat dans l'UMP a été de cette nature-là, avec Hervé Mariton qui a dit mais non, on va soutenir le gouvernement parce qu'il faut en finir avec ces feignants de cheminots qui pensent qu'à faire grève et à la culture de la grève. On a entendu tout ça, avec derrière un volet médiatique, là aussi préparé bien en amont
et c'est quelque chose de nouveau aussi. La direction s'est préparée d'un point de vue logistique pour assurer la circulation des trains, mais aussi s'est préparée d'un point de vue politique pour défendre sa réforme, c'est-à-dire que l'ensemble des cadres de la SNCF, depuis plus d'1 an et demi, sont réunis de manière régulière, un séminaire, le dernier c'était pour les responsables d'équipe étaient à Marrakech, hein, donc on les a soignés quand même. Hein. Et ouais, ça a été une vraie préparation parce qu'eux s'attendaient à un conflit. Contrairement à nous, syndicalistes, c'était préparé à un conflit beaucoup plus dur que ce que nous, on attendait en fait. On pensait qu'il y aurait réaction, on souhaitait qu'il y ait réaction, mais d'une telle ampleur, on a été un peu pris de court. Et je pense que c'est ce qui explique aussi les atermoiements durant toute la grève et le fait que le souci qu'on a eu, c'est que faire grève maintenant est devenu un objectif en soi. C'est-à-dire qu'on on a un débat à reposer, nous, en termes de syndicalistes, et faire grève c'est bien, mais faire grève pour gagner c'est quand même mieux. Et c'est ce débat-là qu'on doit avoir, parce que du coup, toutes les questions stratégiques, ce qu'on a dit, le rapport au pouvoir et tout, vont se reposer en d'autres termes à partir de maintenant. Parce que c'est ça qui ressort, c'est qu'on a des jeunes qui sont rentrés en grève, qui sont fiers d'avoir fait grève, ça c'est quand même important. C'est-à-dire que plus on nous a tapé fort, nous, je sais que sur Toulouse ça a été le cas, on a des jeunes collègues qui sont venus aux assemblées générales, qui n'étaient pas forcément en grève au début, mais qui sont venus dans les assemblées générales, qui sont mis en grève à partir du moment où ils se faisaient insulter de manière quotidienne dans les journaux. Et ça a ressoudé les équipes syndicales. Parce qu'on est obligé, quand tu prends des coups de tous les côtés, tu essayes de te regrouper avec ceux qui veulent résister. C'est ce qui s'est passé, nous, en Midi-Pyrénées, avec les relations entre Sud et la CGT ont été plutôt bonnes, avec quand même des divergences et des obstacles, mais ça, ça continuera, le débat est ouvert. Mais par contre, derrière, ouais, on a senti les collègues se ressouder. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'anecdote, là, un article du Nouvel Observateur sur l'alcoolisme à la SNCF qui est sorti en plein milieu de la grève. Non, mais ils ont été très loin, quoi. Donc ça a laissé des traces. Et aujourd'hui, on a affaire à une entreprise où il y a une vraie fracture entre l'encadrement et l'exécution. C'est-à-dire que la colère, elle est intacte, l'envie d'en découdre, je pense qu'elle est intacte. Après, voilà, quelle forme ça va prendre, on a la convention collective qui va se discuter. C'est un enjeu central, parce que derrière, le but de tout ça, c'est quand même nous faire payer la dette. C'est-à-dire les 40 et quelques milliards d'euros de dette, c'est les cheminots par les gains de productivité qui doivent la payer, et c'est les usagers, et c'est là aussi où le NPA a un rôle à jouer d'explication de ce qui va se passer dans les prochains mois. Les usagers vont payer. Les usagers vont payer sur les conditions de transport, sur la sécurité, mais vont payer aussi de manière sonnante et trébuchante. C'est-à-dire qu'on va vers une augmentation des prix de billets qui vont aller crescendo. Hein. Je ne sais plus les chiffres, je crois que ça a doublé sur les 10 dernières années, déjà, le prix des billets, et on ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que quelque chose qu'on a défendu, nous, dans les tracts aux usagers, c'est qu'ils sont en train de faire du train un produit de luxe. En réduisant l'offre, il va y avoir de moins en moins de TGV qui vont circuler de Paris à région et entre les régions. Et après, derrière, il y a toute la question du transport régional, qui est quand même centrale aujourd'hui pour désengorger les agglomérations. Et dans la question environnementale, c'est quand même un point qui est important, et c'est là aussi où on pourra interpeller les militants des Verts, hein, parce qu'il faut qu'ils assument ce qu'ils ont fait là, ou ce que leurs députés ont fait. Mais on va, et c'est dit, c'est écrit noir sur blanc, on va vers du transport en bus. C'est-à-dire qu'au moment où on nous parle de crise climatique, de réduction du gaz à effet de serre, on va faire au niveau du transport de voyageurs ce qu'on a fait au niveau du transport de marchandises, c'est-à-dire qu'on va tout transférer sur la route, du moins une bonne partie. Une région comme Midi-Pyrénées, plusieurs lignes sont menacées pour être remplacées par des transports par bus, quoi. Et la SNCF est préparée, dans son groupe, elle a une filiale qui s'appelle Keolis, qui est devenue un des leaders mondiaux du transport urbain par bus et qui est aujourd'hui en train de gratter un peu partout des parts de marché dans les régions. Donc on en est là, c'est-à-dire qu'on a mis des tonnes de fret sur les routes en faisant de la SNCF le premier transporteur routier, et on va en faire le premier transporteur routier de passagers aussi. Et ça, je pense qu'on a, pour le coup, là, le NPA a peu apporté sa pierre à l'édifice en menant ce débat-là en direction des fédérations d'usagers qui, elles, voient le problème que le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire, ouais, les trains ne roulent pas parce que les cheminots sont en grève, mais non, les trains ne roulent pas parce qu'on ne se donne plus les moyens de les faire rouler. Quand ils roulent dans des conditions dangereuses. On a encore eu un accident entre Midi-Pyrénées et l'Aquitaine, un accident qui aurait pu coûter la vie à
à des dizaines de personnes. On avait eu une première alerte, nous aussi, en Midi-Pyrénées, avec 1,10 m de rail qui avait disparu. Donc là aussi, on a échappé à une catastrophe ferroviaire qui aurait été d'une autre ampleur que celle de Brétigny. C'est-à-dire qu'on a failli avoir deux trains qui auraient pu se percuter. Et là, la boîte, par contre, c'est silence radio, là, ça serre les rangs, ça fait disparaître l'épreuve et ça explique que tout va bien. Non, on a les moyens pour continuer. Donc on en est là. On a des collègues qui sont excédés, qui ont une vraie souffrance au travail. Et je pense que c'est aussi un des ressorts qui explique la forte mobilisation de ce mouvement. Aujourd'hui, on a des milliers de collègues qui souffrent tous les matins en allant bosser. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Tout le monde en a conscience. Donc voilà, on a ce chantier. Après, je ne vais pas revenir sur les orientations, parce qu'il y a un large accord au niveau des militants de l'UPA sur l'auto-organisation, sur la nécessité d'organiser la confrontation, y compris sur le terrain politique. Donc ça, je pense que c'est déjà un acquis de ce moment-là. Nous, on a fait 2 manifestations en Pyrénées, une devant le siège de la Fédération du Parti Socialiste. C'était une première. Hein. C'est la première fois que les cheminots en cortège partent de la gare pour aller s'adresser au Parti Socialiste, où on a été reçus par un guignol qui nous a dit qu'il n'était même pas au courant de la réforme. On devait avoir un rendez-vous le lendemain, du coup, avec une députée qui s'est débinée et qui est repartie à Paris, donc qui traduisait le malaise. Mais ça, c'est aussi quelque chose de nouveau, quoi. Et qui pourra servir de base dans les prochains mois. Et un dernier aspect qu'on n'a pas évoqué dans l'introduction, c'est toujours dans cette volonté de casser le syndicalisme, c'est la répression qui suit derrière. C'est-à-dire que nous, sur Midi-Pyrénées, on a 19 camarades, dont 16 qui sont à Sudrail, qui sont aujourd'hui engagés dans des procédures disciplinaires qui peuvent aller jusqu'au licenciement. Ce qui leur est reproché, c'est d'avoir fermé un des parkings qui permettait d'accéder à la gare avec des cadenas. Donc dégradation. Les feux de palette ont été qualifiés de mise en danger d'autrui. Et il y a un troisième point. Et donc, il y a des mesures disciplinaires en interne, avec l'idée vraiment de faire des exemples, et qui seront accompagnées de procédures pénales aussi. C'est-à-dire avec des dépôts, en plus des fausses déclarations de responsables des ressources humaines qui disent avoir vu un tel ou un tel alors qu'ils n'étaient pas là sur les lieux, quoi. Donc là, on est parti, nous, chez Midi-Pyrénées, on se dirige vers un nouveau conflit, mais là, local, de grève pour défendre les collègues. Donc on est parti pour plusieurs mois, là, je pense, de guérilla un peu partout, hein, parce qu'il y a dès la fin du conflit, il y a de nouveau des préavis de grève qui ont été déposés. Hein. Nous, on a un préavis de grève chez les conducteurs de train qui court encore, et c'est un préavis de grève reconductible, mais sans... en fait, c'est quand les collègues ne veulent pas aller bosser, mais ils sont en grève, quoi. Voilà ce qu'arrivait à faire la boîte. C'est-à-dire que c'est un tabou qui a été brisé. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand même, l'idée d'être cheminot et de faire rouler les trains était centrale. Il y avait une vraie fierté de faire ça. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à dégoûter les collègues. C'est-à-dire que maintenant, quand tu ne veux plus aller bosser, ben, tu es en grève. C'est une sorte de plancher sans solde. Et ça marche. Hein. Ils sont entre 20 et 30% de grévistes par jour, avec un bordel pas possible, puisque là, même le service minimum est compliqué à mettre en place, quoi. Donc on en est là, au niveau du contrôle, on se dirige nous aussi vers un dépôt de préavis comme ça, avec l'idée maintenant que, puisqu'ils veulent nous faire chier, on va les faire chier au quotidien. Et, en désorganisant les services et en faisant en sorte que plus rien ne fonctionne. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, on n'est pas abattu, c'est ça qu'il faut retenir. Et maintenant, avec nos forces, on est grosso modo une trentaine, je pense, de cheminots au NPA. On voit qu'on a 50, on a une audience malgré tout, et on a pu vérifier aussi que la SNCF était devenue un désert politique, hein, grosso modo. C'est-à-dire que là, pour le coup, le PCF a mesuré le recul qu'il avait en influence sur ce qui était quand même un de ses derniers bastions. C'est-à-dire que les échanges savoureux entre Chassaigne et le Garel, qui parlait d'enfumage au niveau des amendements de Chassaigne, mais c'était quand même inédit, là aussi, le secrétaire fédéral qui vient expliquer que ce que le député PC a déposé au Parlement, tout ça était du vent. Pour moi, je ne l'avais jamais vu, quoi. Donc voilà, on en est là, c'est un bordel, il y a des semaines de discussion, de débat, mais ça va être intéressant avec l'idée, voilà, qu'on n'ait pas d'effet et qu'on va pouvoir repartir au combat rapidement.